Aujourd'hui, on va avoir une double actualité sur Julie Rochelot. Tout d'abord, l'édition de l'intégrale de La colère de Fantomas, mais surtout Betty Boop, qui est son actualité. Alors c'est une bande dessinée muette, ne croyez pas que ça va être ma spécialité. Non, là on va avoir la vie de cette femme qui a été confrontée au cancer du sein, qui a gagné par l'ablation du sein gauche, celui du cœur. Mais c'est surtout le regard des autres, l'après-maladie, qui va être au centre de cet album. Il va y avoir le regard des autres, il va y avoir le conformisme et le diktat de la mode et des normes, il va y avoir les regrets de son compagnon, mais elle, cette femme dont on n'aura pas le nom au départ, a envie de passer à autre chose. Et c'est lorsqu'elle va rencontrer par hasard une troupe de théâtre burlesque étonnante, palpitante, sémillante, qu'elle va découvrir qu'il peut y avoir autre chose et que les différences ont parfois de l'importance. Et surtout, elle va pouvoir faire et être ce qu'elle a envie d'être. C'est très étonnant, très palpitant. On va pas du tout tomber dans le pathos ou dans une semblant de mièvrerie. On est vraiment pris de bout en bout par cette histoire, par le rythme hallucinant. Je reviens sur La colère de Fantomas. Il y a quelques années, on avait pu découvrir le travail de Julie Rochelot sur l'adaptation de ce grand classique de la littérature populaire. Là, les éditions d'Argo nous proposent une classieuse intégrale avec les couvertures d'origine et quelques petits dessins et croquis qui vous feront regretter d'avoir acheté précédemment les 3 albums. Donc, Julie Rochelot à découvrir à la librairie. Mon coup de cœur cette semaine, c'est The Wicked and the Divide, qui arrive à son tome 3 en France. Ça a été édité à la base aux États-Unis chez Image Comics. C'est écrit par Kieron Gillen, qui est un excellent scénariste, et son pote de toujours, qui est au dessin, Jamie McKelvey. Il faut savoir que sur ce tome-là, il n'est pas vraiment au dessin, puisque la partie graphique est séparée notamment entre Stephanie Hans, Tula Lotey, il y a aussi Brendan Graham, Cat Brown et Leila Del Duca, du coup, qui pour moi, ce dernier nom est celui qu'il faut retenir puisque c'est vraiment le meilleur numéro. Et du coup, en fait, ce qui est assez ouf avec cette série, c'est qu'elle se passe dans un... Si vous ne connaissez pas d'ailleurs, elle se passe en fait en Angleterre, dans laquelle tous les 90 ans, enfin c'est dans le monde en général, des dieux se réincarnent en fait dans des humains et en fait ils font passer un peu leur puissance par la musique, et ce qui permet d'avoir une société un peu moderne totalement bouleversée par l'arrivée de ces divinités, puisque forcément ça va traiter un peu de scepticisme, notamment les gens qui ne vont pas forcément y croire. Ça va pas aussi parler de notre façon de consommer l'information, notre rapport en fait aux célébrités, et notre rapport plus globalement aux divinités. Et en fait les 2 premiers tomes étaient assez fous et se terminaient sur un cliffhanger assez taré. Et ce 3e tome, en fait, il prend un chemin un peu détourné puisqu'il va continuer à étendre l'univers, mais par des chapitres qui vont se séparer et qui vont parler de thèmes précis. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une ribambelle de dessinateurs. Il y a notamment à noter le chapitre sur Tara. Il y a un autre chapitre qui est assez marrant qui s'appelle Remix, où en fait c'est des cases de Jamie McKelvey mais qui ont été un peu modifiées, donc remises à l'envers et tout pour faire un chapitre complet. Et je vous le conseille parce que c'est vraiment trop bien écrit, on rigole à plusieurs moments, on pleure à plusieurs moments, et c'est vraiment une série assez indispensable à mes yeux. Sachant que ce tome est assez marrant, c'est assez marrant puisqu'il est appelé Suicide commercial, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait eu un cliffhanger de fou à la fin du tome 2, et du coup là ils étaient partis sur un chemin un peu dérivé pour le traiter, mais de façon un peu éloignée, donc du coup ils avaient appelé ce tome-là comme ça, et ça a été un des tomes les plus vendus en termes de TP l'année dernière, donc c'était assez rigolo. Donc si vous n'avez pas encore lu The Wicked and the Divide, je vous conseille de commencer avec le tome 1, c'est édité chez Glénat, et si vous l'avez déjà lu, sautez directement sur ce tome 3, en plus la couve est magnifique. Alors moi, mon coup de cœur cette semaine, c'est Mike Carey présente Hellblazer chez Urban Comics. C'est le 4e auteur du coup qui présente du Hellblazer chez Urban, puisqu'ils avaient commencé avec Garth Ennis, après on avait eu le droit à du Warren Ellis, enfin du Brian Azzarello. Et du coup aujourd'hui on retrouve Mike Carey, qui est un auteur qui sort également cette semaine The Unwritten chez Urban Comics. Donc pour faire simple, c'est l'arrivée d'un nouveau scénariste, et il va avoir la particularité de nous plonger dans l'univers familial de Constantine, qui est un univers qu'on ne connaît pas trop, puisque c'est souvent un anti-héros
lui-même très solitaire. Et là, il va devoir se concentrer sur sa famille, puisqu'il va y avoir toute une intrigue qui va tourner autour d'une de ses filleules. Et on va donc découvrir l'oncle Constantine. Donc je vous laisse imaginer un peu le personnage. Ça dépote dans tous les sens. En plus, ça a la particularité et le bon goût d'être illustré par des très très gros dessinateurs. On a du Steve Dillon, on a du Jock, on a du Liber Meio, on a du Marcello Fuzzini. Moi j'aime beaucoup Constantine. Je trouve que c'est un des anti-héros et même un des héros les plus modernes dans sa construction. Donc c'est vraiment un coup de cœur comme à chaque fois. Donc voilà, je vous le conseille, ça sort cette semaine chez Urban Comics. Alors mon coup de cœur de cette semaine, c'est Paco les Marouges de Fabien Wellman et Eric Sago. C'est un deuxième tome en fait, il y avait déjà un premier tome qui est sorti il y a quelques années. C'est la suite et fin, donc c'est un diptyque en 2 volumes. Ça raconte l'histoire de Paco. Paco est un homme un peu ordinaire, si on veut. Au départ, il est instituteur et voilà, il va arriver à faire quelque chose, un acte un peu horrible. Il va tuer quelqu'un. Cet acte va lui coûter très très cher puisqu'il va être envoyé au bagne. Toute l'histoire qui va se dérouler ensuite dans notre tome, puisqu'on va le suivre à Cayenne. On va le suivre en fait dans cet environnement assez hostile. Et on va voir en fait toute la relation qui va se passer entre lui et d'autres prisonniers. Alors Paco, c'est notre personnage principal, mais il va très vite se lier d'amitié avec un personnage qui s'appelle Armand. Pour la petite anecdote, en fait, dans les bagnes, les pierres sont toutes estampillées avec un logo avec marqué P et A. Et les auteurs, en fait, ont vraiment voulu marquer cet attachement, puisque toutes les pierres là-bas sont estampillées avec ces 2 lettres. Et donc, ils ont décidé que leurs 2 personnages porteraient le nom de Paco pour le P et Armand pour le A. Voilà, c'est comme ça qu'on les découvre. C'est un album très émouvant. C'est bluffant. Eric Sago en fait nous amène avec un dessin un peu stylisé, en même temps très travaillé, carnet de voyage. On est amené à voyager dans cet endroit qui est à la fois sublime et en même temps très oppressant et très hostile, aussi bien pour les bagnards que pour les gardiens de prison qui sont finalement enfermés également sur cette île qui est en elle-même une énorme prison. La vie est rude, mais dans cette atrocité va se lier des amitiés absolument folles et des relations surprenantes. Donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir cet album. Salut tout le monde, alors pour ma part je vais vous parler de Isabella Bird chez Ki-Hoon par Taiga Sasa. Donc en fait ça raconte une véritable histoire. Isabella Bird elle a vraiment existé. C'est une exploratrice britannique et en fait elle est partie très très jeune, enfin elle avait moins de 30 ans, elle est partie explorer les Rocheuses et le Canada et après ça elle s'est dit allez, soyons fous, je vais aller visiter le Japon. Donc à l'époque, c'était dans les années 1870. C'était très compliqué pour une femme de voyager et pour les gens de manière générale de voyager. Et elle se lançait des défis comme ça. Donc on retrouve Isabella Bird tout au début de son voyage au Japon, quand elle arrive sur l'île et que du coup elle doit préparer son voyage en trouvant un interprète et en obtenant un laissez-passer. Et grâce à ce récit, en fait, on va apprendre déjà à découvrir ce personnage qui a vraiment existé et qui est vraiment passionnant, mais aussi à découvrir le Japon rural, un Japon des années du coup 1870, un Japon qui est en pleine évolution, en pleine période de changement, avec beaucoup de traditions qui vont disparaître finalement. Donc c'est aussi le but de cette aventure, c'est de préserver la mémoire de ces traditions-là. Du coup, moi, pourquoi j'ai aimé cette BD? Déjà parce que Isabella Bird, elle est trop cool, elle en veut, elle aime voyager, elle aime rencontrer les gens, elle est hyper curieuse, donc elle est trop chouette. Mais en plus, ça permet de voir un Japon qui est assez peu connu et assez peu représenté finalement dans la fiction, avec des objets, avec des métiers qui sont, voilà, que moi je connaissais pas du tout. Et du coup, je suis allée de découverte en découverte. C'est un tome 1 et j'ai super hâte de lire la suite.